Bonjour et bienvenue au 44e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, notre thème, c'est le placement de tuiles, mais pas juste le placement de tuiles, ça va être des jeux avec un placement de tuiles collectif, donc on a un tableau partagé qu'on va tous contribuer à notre tour à agrandir et qui va permettre l'interaction entre les joueurs. Et de mon côté, je vais vous présenter le jeu Ginkgopolis. Et toi, Vincent? Moi, je vais vous présenter un grand classique, Carcassonne. Ouh. Je dis ça comme si j'étais surpris puis que je le savais pas. Ben ouais, tu sais, c'est ça, c'est étonnant. C'est du grand jeu d'acteur. C'était merveilleux, ça. Tout ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, comme le veut la tradition, on va faire notre retour sur le duel de l'an dernier. Et ça en était un gros l'an dernier. On était dans les Dungeon Crawl. Et moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Gloomhaven. Qui était à l'époque le meilleur jeu du monde sur Board Game Geek. Mais qui a été détrôné récemment. J'ai vendu ma copie depuis. Tu l'as jamais eu, mon frère. Et donc oui, Gloomhaven, la grosse campagne dans une boîte, avec tout plein de classes, tout plein de monstres différents, un système de gestion d'action qui est vraiment cool. À chaque tour, on va choisir 2 cartes. Et sur chaque carte, il y a 2 options, là, une en haut, une en bas. Généralement, en haut, c'est une attaque, en bas, c'est un déplacement ou un autre type d'action. Puis un coup que tout le monde a révélé, puis qu'on voit qu'est-ce que les monstres peuvent faire, puis là, quand ça arrive à notre tour, on va choisir le haut et le bas d'une carte. On a des cartes qui ont des effets vraiment super puissants, mais qui vont sortir de notre deck un coup qu'on les a utilisés. Puis les cartes, c'est un peu comme notre endurance, si on veut. Donc, plus la partie avance, plus notre deck diminue. Parce qu'on peut perdre les cartes de différentes façons à toutes les fois qu'on cycle notre deck ou pour prévenir des dégâts, on peut en enlever, ou comme j'ai dit, quand on fait ces actions vraiment cool et fortes là, ben on va perdre des cartes, donc il faut gérer tout ça, puis espérer qu'il nous en reste assez pour terminer le scénario. Qui souvent la condition de victoire va être de tuer tous les monstres, surtout dans le Gloomhaven de base. Il y a des scénarios un peu plus funky avec les expansions puis les nouvelles éditions. C'est un jeu que j'ai rejoué plein de fois en fait là. J'avais pas joué pendant longtemps, mais dernièrement on est avec Ariane, on est retourné à Forgotten Circles là, donc on veut essayer de terminer l'extension avant de pouvoir passer à Frosthaven là. J'aimerais beaucoup pouvoir vous parler de Frosthaven, mais j'ai pas joué encore. Mais j'ai bien hâte. T'as rejoué un peu aussi, hein, Vincent? On a une campagne de Jaws of the Lion qui est Elle est un peu sur pause dernièrement, mais oui, on avait continué à jouer un peu. C'était pas mal bien. C'est Jaws of the Lion qui est comme la version tutoriel inclus de Gloomhaven, puis qui est un peu plus courte, fait que c'est un peu moins un gros investissement pour un groupe de joueurs. Puis si tu veux un petit investissement puis essayer Gloomhaven, là, la version digitale sur Steam est vraiment très bien faite. Puis des fois elle tombe en rabais à genre gratuit avec leur espèce de Game Pass ou je sais pas quoi là, fait que... Puis Jaws of the Lion est dessus maintenant aussi. OK. Je pense qu'il y a une campagne spécifique aussi au jeu. Ouais, il y avait le launché avec ça, mais maintenant il y a la vraie campagne, la même que dans la boîte là, qui est disponible aussi là. Donc beaucoup de contenu, puis c'est ça, l'application très bien réussie. Super bonne façon de découvrir le jeu puis d'y jouer là, puis on peut jouer en ligne avec d'autres aussi là, c'est vraiment bien fait. Pour affronter le meilleur jeu au monde, j'avais amené un immense monstre, Cthulhu. Donc j'avais présenté Cthulhu Death May Die, qui est un dungeon crawl qui se veut un peu plus léger, un peu plus accessible. C'est un peu comme la prémisse, c'est un peu, on est des investigateurs, on a investigué, on a trouvé sont où les cultistes qui veulent invoquer le grand Cthulhu.
puis on va aller tuer tout ce monde-là à grands coups de shotgun. Fait que c'est ça, le jeu se prend pas trop au sérieux. C'est un jeu c'est comme un mauvais film de série B, là. Ouais, mais qui le sait, là. Evil Dead, genre, mais comme 2 puis 3 puis Ouais. Ou Macheté. Ouais, peut-être pas jusqu'à Macheté, mais quand même. Hey, là, t'as quand même un scénario où ce que tu strappes de la dynamite sur des orignaux pour qu'ils se fassent enlever par des ovnis pour que ça explose dans l'ovni. Ouais, il y a un scénario comme ça. Là, t'as quand même pris le top du top, là, mais c'est le meilleur scénario. Je sais pas. Mais en tout cas, il y en a plusieurs. Puis c'est ça, puis comme t'en parles, mais tu sais, le fun du jeu, c'est que c'est un jeu très modulaire. Justement, il y a comme plein de scénarios, il y a plein de dieux très anciens, puis quand tu pars ta partie, ben tu prends un paquet de scénarios, tu prends un paquet de dieux très anciens, puis ça fait ta game. Puis c'est un jeu totalement coop, on se promène, on casse des monstres, on gagne des niveaux, on s'améliore, puis on débloque des habilités super puissantes, puis on a une espèce d'effet de progression de la partie, l'intensité va tout le temps augmenter parce que les monstres vont toujours s'accumuler de plus en plus, les bonhommes vont devenir de plus en plus forts. Quand on va commencer à se battre contre le dieu très ancien aussi, on va rouler des paquets de dés, c'est quand même satisfaisant. Puis oui, on roule des dés, mais aussi des façons de mitiger le hasard avec les habilités qu'on va avoir, les équipements qu'on va trouver à mesure qu'on va progresser dans le scénario. Puis c'est ça, puis il y a plein d'extensions maintenant. C'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus difficiles à trouver maintenant. Ouais, c'est le défaut des Simon. Faut que tu backes le Kickstarter pour avoir toutes les exclusifs puis tout ça, puis qui apporte beaucoup de variété au jeu, tu sais. Ouais, vraiment. Surtout dans le cas dans le cas de la boîte de base, t'avais 5 scénarios, 2 titres très anciens, mais quand tu backais le Kickstarter, tu doublais ça ou presque, là, ça valait vraiment la peine. Puis parlant de Kickstarter, justement, j'ai backé, parce que là, ils ont lancé il y a une saison 3 et 4, là. Exact, Cthulhu Death May Die, Fear of the Unknown, que j'ai backé, puis... Plus de tentacules. Ben, plus, oui. Pourquoi pas? Pourquoi moins? Puis là, en plus, hey, je m'étais dit avant que ça sorte, moi, j'ai lu beaucoup de Lovecraft, puis je m'étais dit, il faut qu'il y ait Azathoth, faut qu'il y ait Nyarlathotep. Il était pas déjà là? Non, c'est ça. Les deux étaient pas encore là. Ben ouais. Moi, là, ça a été l'argument de vente. J'ai vu le jeu, ils ont dit, il y a Azathoth. OK, go. Puis la saison 4, Nyarlathotep. J'étais un fan heureux. Vous voyez pas, là, mais je hoche la tête fermement, là. Ouais. Et pas du tout sarcastiquement. Fait que, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire. Puis oui, j'ai rejoué à Cthulhu Death May Die, là. J'aime ça le sortir. Je pense que j'ai rejoué une fois ou deux, moi aussi, là. C'est un jeu que j'apprécie. C'est léger, c'est casual, mais c'est ça. Moi, le thème vient pas me chercher du tout, donc, mais comme, il est plus ou moins là, tu sais. Oui, il y a les figurines pis tout ça, mais tu sais, t'as pas tout le... C'est sûr que t'as pas d'investigation, tu sais, les règles, les termes, les personnages, il y a des trucs qui vont évoquer la thématique, mais c'est sûr que, tu sais, ça reste qu'on se promène dans un donjon puis on pète des monstres. Fait que, c'est ça pour le duel de l'an dernier. Si on en revient à un peu plus récemment, mais une couple d'épisodes quand même, on avait fait un draft de collection avec Marion de Je vous explique les règles. Et dans le fond, on vous avait demandé de voter sur la meilleure collection, puis on avait dit qu'il y aurait une conséquence pour la personne qui obtiendrait le moins de votes. Puis en fait, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, ou que vous suivez Marion, vous savez déjà que c'est Vincent qui a perdu le défi. Exact. Puis c'est Marion qui m'a attitré une conséquence qui n'est pas si évidente à réaliser que ça. J'ai 1 an pour réussir à battre une fois David, le professeur Board Game. Ben maintenant, 8 mois, là. C'est en 2023 qu'il faut que ça se fasse, là. Il y a déjà 4 mois de passé, là. Ah ouais, c'est vrai. Fait que faut que je me dépêche, puis il faut que je le batte, dans le fond, à Next Station London, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Donc là, il va falloir que je m'entraîne, parce que c'est du sérieux. Oh oui. On va documenter ça. Ouais. Restez à l'affût.
Tease. Donc c'est ça. Ça peut être sur BGA ou en personne. Là. Peut-être qu'on réussira à se croiser au MIP Olympiade. Peut-être. Malheureusement, notre équipe est arrivée un petit peu trop tard pour la compétition. Faut dire que les places sont parties comme ça. Ouais, en dedans d'une demi-heure, on était... En même 15 minutes. Ouais. On s'était fait 2 équipes, la team Vince et la team Sam, parce que je pouvais pas jouer avec Sam. Pas question. Fait que c'est ça. Mais on se reprendra. Ouais, on espère que l'année prochaine, il va y avoir plus de place. Mais bref, on va peut-être... on risque d'aller à la journée pareille. Là, nos plans sont encore en fluctuation. On tient au courant, mais si jamais on est là, ça pourrait être une bonne occasion pour Vince et David de s'affronter, puis une belle occasion de rencontrer des auditeurs. En effet. Parce que c'est le fun, des fois, c'est le fun de vous voir. T'sais. Nous autres, on vous voit pas. On fait juste se voir nous autres, puis... Ben, les autres, ils nous voient pas non plus, hein. On est un podcast. C'est vrai. OK, donc à suivre le défi Next Station London, David contre Goliath. Vincent contre David. C'est vrai que je suis grand. Ben, Mais non. je pense que David, il est fort dans les jeux, fait que Ouais. malgré le nom, je pense que c'est lui le Goliath, puis c'est toi le underdog. Ouais. Il y a des underdog stories qui finissent bien. Puis pour se pratiquer, ce soir, on a essayé en primeur la nouvelle mouture de Next Station London qui va s'appeler Next Station Tokyo de Matthew Dunstan et publié par Blue Orange Games. Next Station Tokyo va reprendre beaucoup des mécaniques puis de la thématique de Next Station London. Donc, encore une fois, on a des crayons de différentes couleurs, puis il faut les utiliser pour relier des gares. Pour savoir quelles gares peuvent être reliées, il y a quelqu'un qui va piocher des cartes, puis les symboles, dans le fond, nous indiquent vers où on peut prolonger notre ligne. On peut toujours juste rallonger notre ligne, on peut pas faire d'embranchement à moins d'avoir une carte qui nous spécifie qu'on a le droit. Puis on va faire des points si on réussit à faire des gares qui ont beaucoup de jonctions, puis des jonctions de différentes lignes qui se croisent. À la différence de Next Station London, dans Next Station Tokyo, déjà la carte de la ville est différente. On n'a plus la Tamise à traverser, mais on a une ligne de métro qui est déjà existante, donc qui fait le tour à l'intérieur de la carte, puis dont il faut réussir à relier toutes les stations. Mais on peut pas repasser, à part quand on obtient la carte particulière qui nous permet de le faire, on peut pas repasser sur la ligne verte qui est déjà là. Fait qu'il faut comme rentrer puis ressortir dessus, un peu tricoter autour pour pouvoir vraiment compléter toutes les stations. Ouais, puis la nouvelle map en fait est comme la géographie est vraiment plus complexe à accommoder, je dirais, que London. La façon que les quartiers sont découpés puis que les stations se relient entre elles, je pense que ça demande un peu plus de planification sur qu'est-ce qu'on veut faire sur le long terme pour vraiment scorer beaucoup de points versus London. Donc, je pense que c'est possible de commencer avec lui parce que ça reste un jeu quand même assez simple, mais pour des non-gamers ou des gamers un peu plus des joueurs plus d'occasion, disons, peut-être que London va être une introduction un peu plus facile, puis on pourra passer à Tokyo après. Mais dans votre groupe de jeux sérieux que vous voyez à toutes les semaines, je pense que on peut passer directement à Tokyo, puis on va avoir du fun pareil. Donc. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Next Station Tokyo, j'ai envie de dire que c'est un peu comme Next Station London. Tu sais, c'est assez accessible. À peu près n'importe qui peut jouer. Faut juste soit être capable de distinguer les couleurs ou avoir un ami qui est capable de distinguer les couleurs. Puis on est bon. Non? Je sais pas, c'est comme le contraire de ce que je viens de dire, mais... Ben, tu sais, non, mais tu sais, il est un peu plus intense, Tokyo, mais il est pas non plus, je veux dire... Maintenant, tu veux le montrer à ta grand-mère, là, tu vas lui montrer London, pas Tokyo, là. Tu vas lui montrer London, mais tu sais qu'elle va être capable d'apprendre à jouer à Tokyo.
Ouais, mais comme je te dis, comme, oui, tu vas être capable d'apprendre à jouer, Ben, mais pour bien performer, il est plus compliqué. Là. ouais, mais tu sais, elle peut quand même jouer. Là. Je sous-estime pas ma grand-mère. Ok. C'est vrai. J'en connais pas. Je peux pas juger. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suggérais de commencer par London avec des joueurs moins aguerris. Ouais. Donc, c'était Next Station Tokyo, toujours de Matthew Dunstan, et publié par Blue Orange Games, et ça devrait arriver cette année sur nos tablettes. Toi, Sam, à quoi d'autre est-ce que tu as joué récemment? Ben, c'est drôle parce qu'on a parlé de l'épisode avec Marion tantôt, puis un de ses choix, c'était Terraforming Mars Ares Expedition, auquel on n'avait pas joué ni toi ni moi. Puis d'ailleurs, Marion s'est fait un malin plaisir de nous de rappeler à tous les auditeurs que Moi, j'ai on même n'avait pas joué à joué. celui-là, puis toi t'avais pas joué à Terraforming Mars, puis que moi je l'aimais pas, puis je pense que c'est comme ça qu'elle s'est attiré les votes parce que Terraforming Mars c'est un jeu super populaire. Ouais. Ben toi, Sam, t'aimes ça des fois, pas aimer les jeux populaires. Ça dépend lesquels. Les bons jeux, je les aime, là, même s'ils sont populaires. Mm. Les bons jeux pour moi, je devrais dire. Ouais. Je veux pas... on peut pas aimer tous les jeux. Il y en a trop. Non, c'est vrai. Puis, on a toutes nos préférences, puis des fois, il y a quelqu'un qui t'arrive avec un jeu puis qui dit "Oh my god, c'est malade", puis là, ben finalement, t'accroches pas à cause d'une mécanique qui te gosse. C'est ça. Puis parlant de préférence, moi j'ai préféré Ares Expedition au grand frère Terraforming Mars. Donc dans ce jeu-là, chaque joueur va être à la tête d'une corporation qui essaie de s'enrichir, qui essaie de terraformer Mars pour le bien-être de l'humanité, en s'enrichissant en même temps, parce qu'au final, oui, on terraforme la planète, mais à la fin, c'est celui-là qui c'est le plus enrichi qui va gagner, t'sais. Fait que c'est ça. C'est un jeu de construction d'engins, construction de tableaux. On va ajouter des cartes à un tableau qui vont nous permettre de produire plus de ressources, puis mais aussi directement ou indirectement d'aller terraformer la planète Mars. Donc on va augmenter le niveau d'oxygène en rajoutant des plantes dessus, on va augmenter la température pour que ça soit plus viable, puis on va placer des océans sur la planète parce que c'est plus le fun de vivre quand il y a de l'eau, tu sais. C'est plus facile, mettons. C'est quand t'as soif. Ouais, fait que c'est comme 3 trucs qu'on peut faire qui vont nous rapporter des points. Chaque fois qu'on augmente le niveau d'une de ces affaires-là, on va gagner un point de terraforming là, qui est à la fois du revenu pendant la partie, mais aussi les points à la fin de la partie. Puis un coup que ces 3 conditions-là ont été complètement remplies, ben c'est ça qui va mettre fin à la partie. Puis la particularité de celui-là, c'est que ça va être un jeu de... Il va y avoir une sélection d'actions, un peu à la Race for the Galaxy, où ce que secrètement, chaque joueur va choisir une action qui va être effectuée ce tour-ci par tous les autres joueurs. Puis si j'ai choisi, mettons, l'action de développement, ben, je vais avoir un bonus. Peut-être que mon développement va me coûter moins cher ou que je vais pouvoir placer plus de cartes que les autres. Mais tout le monde va avoir la chance de faire cette action-là. Puis on va seulement effectuer les actions qui ont été sélectionnées par au moins un joueur. Puis les actions vont se faire dans un ordre précis. Fait que tu sais, il faut un peu que tu analyses le jeu des autres, puis que tu prévois qu'est-ce que les autres vont avoir le goût de faire pour essayer de maximiser tes actions. Idéalement, oui. Je te dirais que dans la partie que j'ai jouée, ça s'est fait plus ou moins. En plus, c'est une partie à 4 joueurs, fait que tu sais, souvent, il y a beaucoup d'actions qui étaient sélectionnées, mais c'est arrivé aussi beaucoup de tours que tout le monde a pris la même, tu sais. Puis moi, vu que c'était ma première partie, j'étais plus focusé sur mes affaires que sur le jeu des autres, fait que c'est peut-être qu'il y a 2 ou 3 ou avec plus d'expérience, je regarderais un peu plus qu'est-ce que les autres font, puis je pourrais en profiter. Mais je te dirais que le 90% du temps, je choisissais l'action que j'avais vraiment besoin, puis si les autres prenaient autre chose qui m'arrangeait, tant mieux, puis sinon tant pis, tu sais. T'as-tu gagné? Oui. Ah, bon ben, ça a l'air viable.
Ben, j'imagine que ça dépend de qui tu joues, puis peut-être que j'ai été chanceux aussi, là, je sais pas, là. Fait que c'est ça. On va, dans le fond, il y a deux actions qui permettent de placer des cartes. Une que c'est les cartes vertes, qui sont un peu l'équivalent de développement dans Race for the Galaxy, donc la plupart du temps, qui ont plus rapport avec oxygéner, puis placer des océans, puis des trucs comme ça. Versus l'autre action qui permet de placer des cartes bleues ou rouges, que là, les rouges, c'est comme des événements qui arrivent puis qui ont un gros effet, mais juste une fois. Tandis que les bleus, c'est comme ça va être des bonus de soit de revenus ou qui vont venir bonifier notre action. C'est une action en particulier, dans le fond, toutes les fois que cette action-là va se faire, on va avoir un petit bénéfice de plus ou un rabais ou des trucs comme ça. Puis, comme dans Terraforming Mars, il y a vraiment beaucoup de cartes, là. J'ai vu beaucoup de gros decks dans ma vie, là, mais celui-là de Ares Expedition, c'est un gros deck, là. Il est impressionnant. Mais ok, fait qu'il y a beaucoup de cartes. Ouais, mais en plus, on a joué avec 2 extensions. Mais même si c'était ma première partie, ça s'est vraiment bien mêlé au jeu, là. Je pense que c'était plus de variété dans les cartes, justement. Puis il y avait un petit élément qui était dans le fond il y a des cartes qui permettaient d'améliorer nos cartes de sélection d'action. Fait que là, mon bonus, quand je choisissais cette action-là, devenait plus fort. Puis tu pouvais même, dans le fond, t'avais tout le temps 2 choix quand t'améliorais une carte pour 2 bonus différents, puis tu pouvais comme décider de réaméliorer la même pour aller changer de bonus si finalement l'autre bonus maintenant il fait mieux que ta stratégie ou tout ça, là. Puis comme dans le jeu original, on a comme des courses pour des achievements ou des milestones, là. Donc d'être le premier joueur à avoir tant de cartes dans ton tableau, par exemple, ou avoir tant de nombre de symboles ou tant de un symbole en particulier. Fait qu'on a on en avait 3 que c'était comme le premier qui fait ça pendant la partie va les prendre puis va gagner un certain nombre de points. Puis on en avait 3 qu'on vérifiait à la fin de la partie, la personne qui en a le plus va faire le plus de points, puis le deuxième un peu moins, puis fait que c'était un peu ça comme l'interaction entre les joueurs, là. Ça, puis comme on disait tantôt, là, essayer de deviner quelle action qu'ils vont choisir, puis là, s'ils en choisissent une qui fait notre affaire, ben on peut en prendre un autre pour se donner un petit bonus de plus, là. Mais en gros, c'est ça. Ça reprend beaucoup d'éléments du premier Terraforming Mars, là. On va se développer un engin pour accumuler différentes ressources, là, de chaleur, de plantes, pis tout ça qu'on peut dépenser pour terraformer la planète. On a des cartes qui vont permettre de terraformer direct, et qui vont coûter un peu plus cher. Un gros avantage, j'ai trouvé, c'est que la partie était moins longue. Puis, tu sais, oui, j'ai parlé du gros deck tantôt, mais les cartes, on les cyclait un peu plus, là. Il y avait beaucoup de pouvoirs qui permettaient d'en piger un certain nombre puis d'en garder une. Il y a une des actions qui c'est ça, d'ailleurs, là. On en pige plusieurs puis on en garde un certain nombre, là, dépendamment si c'est nous qui l'a choisi ou pas. Puis c'est ça, il y a beaucoup de pouvoirs de cartes qui, tu sais, comme, pour une action, pige tant de cartes, si t'en as, ou pige une carte, c'est de telle couleur, mets-la dans ta main, sinon, prends une ressource, des trucs comme ça. Fait que le deck, souvent, tu pioches souvent, fait que le deck il bouge beaucoup, tu vois beaucoup de cartes. C'est ça, on n'a pas passé au travers du deck au complet, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de façons d'aller chercher la carte que tu avais besoin, tu sais. Versus dans l'original, ben sous toute réserve, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai joué, là, fait que peut-être que je me rappelle pas bien, là, fait que lancez-moi pas trop de tomates, là, si vous êtes des fans du jeu de base, du premier jeu, puis que j'ai pas raison dans le fond, mais je vais être heureux de lire vos commentaires si vous en avez là-dessus. Ares Expedition, c'est un peu comme un enfant bâtard de Terraforming Mars puis Race for the Galaxy, mais comme il est pas vraiment dans la même niche que ni un ni l'autre. Tu sais, Terraforming Mars, c'est le gros jeu épique vraiment long. Race for the Galaxy, c'est comme le petit jeu rapide. Tu sais, les deux, ils ont de la science-fiction puis de la construction de tableaux. Puis il y a ça dans celui-là aussi.
Mais il est comme entre les deux, là, en termes de lourdeur puis de temps, il est comme plus médium, tu sais. Fait que je pense que il y aurait de la place pour les trois dans une collection, tu sais. Parce qu'ils ont pas la même niche. Mais personnellement, Race, c'est mon préféré, mais comme je trouve pas qu'ils sont tant en compétition, tu sais. Mais par rapport à Terraforming Mars, tu sais, avoir le choix entre les deux, je prendrais 100% du temps Expédition Ares, là, parce que oui, il est moins long, t'as pas tout le côté interaction sur le board, mais comme justement, il est moins long. Puis tu trouves quand même ton compte parce qu'il y a quand même un bon casse-tête, un bon puzzle à... Ouais, c'est ça, il est satisfaisant quand même, t'as l'impression d'avoir terraformé la planète, d'avoir construit quelque chose, mais tu sais, comme, il prend pas 3 heures et plus. Là. Ils ont-tu amélioré les dessins sur les cartes? Oui, mais le matériel est quand même beau, là, vous irez voir, j'ai mis une photo sur Instagram, puis comme il y a des plateaux double couche pour mettre tes petits cubes pour tracker ton revenu dans les différentes ressources, là, parce que comme dans l'autre, là, t'as beaucoup de ressources, t'as ton argent, t'as tes cartes que tu piges, t'as les plantes, la chaleur, ton niveau de minage, ton niveau de je sais plus quoi, là. Donc, là, fait que t'as beaucoup de choses à traquer, mais comme le matériel est de meilleure qualité. Puis en plus, on a joué avec une version un peu blingée, là. On avait des playmats en néoprène pour mettre nos cartes dessus, puis les marqueurs pour les niveaux de terraforming, là, plutôt que d'être des dans le jeu de base, c'est comme juste des cubes, là, mais j'ai joué avec Martin de l'atelier du Meeple encore. Allô Martin. Fait qu'il y avait imprimé en 3D là, des espèces de marqueurs, là. Il y avait un petit degré Celsius pour la température, puis fait que ça ajoute à l'expérience un peu aussi. Ouais, puis là dans son cas c'est tout fait custom, là, tu sais, c'est lui qui fait ses trucs. Ouais. C'était Terraforming Mars, Ares Expedition de Sidney Engelstein, Jacob Frixelius et Nick Little. Et publié par Stronghold Games. Donc voilà pour les jeux qu'on a joués cette semaine. On a juste deux parce on a joué à beaucoup d'affaires, mais beaucoup d'affaires qu'on a déjà parlé, donc ça vaut pas la peine de s'étendre là-dessus. Puis on en discutait un peu hors d'onde. Là. C'est le fun des fois de retourner à des vieux classiques quoi, hein, qu'on aime. Passer au duel. Donc placement de tuiles, mais avec un aspect collectif, donc un tableau partagé. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais te laisser commencer avec ton vieux jeu de 20 ans. C'est un jeu qui a 20 ans, mais c'est un jeu qui est quand même pertinent. Oui, ben, je fais des blagues, là, mais pour vrai, ils sortent encore des extensions. Il y en a une qui est sortie cette année, qui est un standalone, donc je vais traduire ça en extensel. C'est pas fou, c'est bien quand même, hein? Comme une extension qu'on peut jouer, qu'on peut mélanger avec le jeu de base, mais qu'on peut acheter juste cette boîte-là, puis jouer tout seul, puis ça marche, tu sais. Mm. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous, on parle du OG. Merci, j'allais t'interrompre pour que je puisse parler moi-même de mon jeu. Donc, pour le duel, je vais défendre Carcassonne, qui, comme tu disais, a plus de 20 ans. Il est sorti en 2000. Il a été designé par Klaus-Jürgen Wrede. C'est sûr que j'ai massacré son nom, je m'en excuse. L'édition qu'on a jouée était publiée par Zeman Games. Donc, Carcassonne, c'est un jeu de placement de tuiles. Chaque joueur va piocher une tuile pour pouvoir l'ajouter à un plateau commun qui va agrandir à mesure que la partie va s'avancer. Sur ces tuiles, il va y avoir des routes, des villes, des églises, des villages. Puis il faut respecter les éléments des tuiles pour pouvoir les rabouter ensemble. Fait que si on a une ville qui commence, il faut la poursuivre jusqu'à temps qu'on réussisse à avoir une tuile qui a vraiment la courbure de ville qui nous permet de la fermer. Dans le fond, la muraille de la ville. Les routes doivent être respectées aussi. Fait qu'on peut pas mettre nos tuiles où on veut, quand qu'on veut. Une fois qu'on va avoir placé notre tuile, on peut placer un de nos paysans sur cette tuile-là pour pouvoir déterminer, dans le fond, ce qui va nous donner des points.
On peut mettre notre paysan soit dans une ville, dans une prairie, ou sur la route, ou sur une église, pour pouvoir faire des points plus tard. Les routes, c'est simple, c'est lorsqu'on réussit à finir une route, dans le fond, qu'on a une route qui commence dans un village ou dans une ville, puis qui finit dans un village ou dans une ville, ben on fait autant de points qu'il y a de tuiles qui fait cette route-là. Pour une ville, si on réussit à la fermer, on va faire aussi les points qui correspondent au nombre de tuiles sur lesquelles la ville est, puis on peut bonifier ces points-là en mettant des tuiles qui ont des boucliers. Puis pour les prairies, dans le fond, on fait des points pour les villes complètes qui touchent à cette prairie-là. Plus on a de villes qui sont complétées autour de la prairie, plus on fait de points. C'est 3 points par ville. Et on a les églises. Les églises, une fois qu'on réussit à les entourer, on fait autant de points qu'il y a de tuiles qui touchent l'église. Mais. Là où ça devient intéressant, puis là où je trouve que ce jeu-là, c'est un peu un jeu de sensu, c'est lorsqu'on place une tuile. Admettons, on prolonge une ville. Si cette ville-là a déjà le paysan de quelqu'un dessus, on peut pas ajouter de paysan dans cette ville-là parce que elle appartient déjà à quelqu'un. Mais si on place notre tuile un peu plus loin, qui est pas en contact direct avec cette ville-là, qu'on met un pion, et que quelqu'un met une tuile qui raboute les 2 morceaux de ville, et ben là, on est en compétition pour qui va posséder cette ville-là. Fait que c'est un peu un jeu de sensu. T'sais, on regarde qu'est-ce que les autres font, on essaye de profiter de ce qu'ils vont faire, puis on peut voler les points des autres joueurs en faisant ça, en prenant dans le fond la majorité dans la ville, en essayant de l'agrandir, mais en plaçant stratégiquement nos tuiles pour pouvoir avoir plus de paysans que nos opposants. Ça fait que là, on devient comme un peu à coopérer un petit peu, à essayer de finir la ville, mais c'est comme une espèce de coopération malsaine parce que tu veux pas te la faire voler, tu veux la compléter parce que tu veux faire les points. Mais, par contre, si on est plusieurs joueurs à égalité pour le nombre de meeples dans la ville ou la route, tous ces joueurs-là vont faire les points on va se partager les points. Ouais. Fait que dans une partie à 2 joueurs, c'est pas intéressant, mais si on est une partie à 3, ben je peux faire une ville avec Ariane, puis là les deux vont faire des points, pendant que Vincent il en fait pas, tu sais. Ouais. Fait que t'as un peu intérêt, tu sais, à te joindre puis à les aider, ou à l'inverse, tu peux être le joueur qui s'arrange pour qu'ils réussissent jamais à finir leur ville. Puis là, ils ont des pions sur le plateau qui vont juste jamais générer de points, parce que tant que la ville, admettons, est pas fermée, tant que la route est pas finie, ton meeple reste sur cette ville ou cette route-là pour toute la partie, puis jamais tu vas faire de points avec. Fait que c'est ça, c'est un peu faut toujours que tu sois aux aguets un peu, tu sais, ça a l'air bien fin comme jeu où est-ce qu'on fait juste mettre nos tuiles puis tout ça, mais il y a un peu d'agressivité, c'est juste. Ouais, j'ai vu des parties où ce que tout le monde fait un peu cette petite affaire dans son coin, puis tu sais ça finit par celui qui réussit le mieux à fermer ses villes puis ses routes, mais comme toi, moi la façon que je préfère jouer, c'est vraiment d'être comme tu dis là, la sensu qui va essayer d'aller profiter des efforts des autres là, tu sois une personne qui a mis 3, 4, 5 tuiles dans sa ville mais qui l'a pas tout à fait fermé encore, t'es capable d'aller juste t'accrocher dessus, toi tu mets comme une tuile pour mettre un bonhomme, une autre tuile pour le relier, puis là tu viens de faire plein de points en 2 tours pendant que l'autre en a mis 7 dessus, tu sais. Ouais, puis si t'es capable de lui voler en ayant plus de meeples que lui, ben là ça vaut encore plus la peine parce que là tu viens de créer vraiment une grosse distance en termes de points entre toi et ton opposant. Fait que tu sais, c'est vraiment une stratégie que t'es encouragé à faire, à greffer ces morceaux des autres, puis à leur voler. Mm-hmm. Puis ça fait que le jeu est vraiment différent à 2 joueurs qu'à 3 ou plus, tu sais. Parce que le jeu joue de 2 à 5, tu sais, à 2, tu vas peut-être plus essayer oui, tu peux aller essayer de voler les points de l'autre, mais tu peux pas mal essayer de le bloquer aussi ou de s'assurer que qu'il ou elle peuvent pas finaliser ses plans, tu sais. Tandis qu'à 3, 4, 5, tu peux juste comme observer qu'est-ce que les autres font puis essayer de te greffer le plus souvent possible, puis ça peut être une stratégie viable, tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, on a, comme tu dis, en fonction du nombre de joueurs, on a une expérience qui change. C'est un jeu aussi pour lequel maintenant il y a vraiment beaucoup d'extensions si jamais on
on aime le genre, puis on va avoir des extensions qui vont rajouter qu'il y a des ressources dans les villes qu'on peut collecter, ou des meeples qui comptent pas pour la majorité, mais qui nous permettent d'accumuler des points supplémentaires si la zone, la ville, la route en question est complétée et scorée. Ouais, t'en as aussi qui rajoutent un gros meeple qui compte comme 2 pour la majorité de la ville ou de la route, ou du champ. Ouais. Il y a plein de nouvelles tuiles qui vont s'ajouter. Il y a vraiment beaucoup de variétés si on aime, si on accroche vraiment. Puis même, tu sais, je parlais de la dernière extension qui est sortie cette année, là. Ça transforme le jeu en jeu coopératif. Il va y avoir des tuiles avec des fantômes, puis là, il faut comme essayer de combattre les fantômes. On est comme les Ghostbusters de Carcassonne. Puis on essaie de placer nos tuiles pour faire ça, là. J'ai pas joué, honnêtement, mais comme c'est pour montrer à quel point que avec ce système de base-là, il y a eu beaucoup d'affaires vraiment flyées qu'on a pu rajouter dessus au fil des années, là, parce que comme tu disais, ça fait plus de 20 ans que c'est sorti. Il y a au-dessus de 10 grosses extensions. Il y en a des plus petites modulaires. Il y a plusieurs éditions de Big Box, là, donc il y a vraiment il y a même il y a des versions différentes de Carcassonne, Carcassonne chasseur-cueilleur, parce que là on est comme thématique âge de pierre, puis on va chasser les mammouths puis tout ça, puis au lieu d'être des villes, c'est comme des forêts, puis il y a des rivières au lieu des routes, puis en tout cas. Bref, il y en a pour tous les goûts avec ce jeu-là. Là. Exactement, puis c'est ça, c'est un jeu aussi que les règles sont assez faciles à prendre en main. Fait que c'est accessible à peu près n'importe qui. Tu sais, c'est quasiment un gateway. C'est un gateway game, en fait. Oui. C'est un jeu d'entrée dans le hobby. Bien que justement, avec tout ce qu'il y a autour, ça devient un jeu quand même sérieux. Ouais, puis qui il y a des dents là pour les gamers là, parce que comme tu dis, essayer de trouver la façon d'être le plus sensu possible. C'est quand même c'est quelque chose là. C'est un art. Être une sangsue, c'est un art. Si je me fie au score de nos dernières parties, c'est un art que tu maîtrises pas encore. Bon, ok. Ça arrive des fois, tu sais, il y a des parties qui se vont bien, il y a des parties qui vont moins bien. Puis il y en a d'autres que c'est ça justement, t'aimerais mieux ne plus en entendre parler. Bon, mais on peut passer à mon jeu si tu veux. À moins que t'avais autre chose à ajouter sur Carcassonne. Tu m'as fait penser justement, tu sais, on parlait de variantes, puis il y a une variante aussi qu'on a essayé que moi j'aime bien, dans le fond, qui fait que c'est pas juste une seule tuile que t'as dans les mains. T'as 3 tuiles, puis tu choisis de ces tuiles-là celles que tu vas ajouter. Fait que là, t'as un peu plus de décision à prendre que juste piocher une tuile puis la mettre. Ça, je trouvais ça bien, ça rajoutait un truc intéressant. Ouais, ça permet de faire un peu plus de planification à long terme, là. Tu te dis, je vais placer celle-là, puis après ça va me permettre de placer celle-là, puis tu sais que tu l'as dans tes mains, la deuxième, là. Fait que tu peux comme enchaîner tes combos, là. Surtout avec l'extension de les auberges et cathédrales, là, qui permettent de rajouter t'as un genre de meeple que quand tu le mets dans une ville, quand tu t'extensionnes cette ville-là, tu peux rejouer un autre tour immédiatement. Je pense que avec cette extension-là, c'est comme vraiment un gros plus là, d'avoir la variante à 3 tuiles plutôt qu'à 1. Là. Ouais, tu vois, j'essaie de chercher l'extension, mais il y en a tellement sur BGG. Il y en a comme ça. Ouais, puis il y a toutes les promos, puis les ci, puis les ça, là. Puis l'affaire qui me gosse, les fan-made expansions sur Board Game Geek. Non, mais là ailleurs. En tout cas, non, ça c'est ça c'est moi qui aime pas ça. L'éditorial de Vince. Pourquoi vous les mettez là? Je suis plus capable de trouver l'extension vraie. Je peux-tu la trouver, cette extension-là? Non, elle est fan-made. Ok, je peux peut-être la print and play. Mais ok, peu importe. Mais tu sais, ça c'est juste moi qui aime pas ça. Là. Je sais que pour plein de gens, c'est probablement comme cool parce que les gens qui créent ces extensions-là, ça leur donne une visibilité, une opportunité de les montrer à d'autres. Mais ils pourraient quand même faire une section à part sur BGG, là, genre. Tu vas dans l'extension, tu pourrais comme filtrer
published puis fan-made, tu sais. Ouais. C'est vrai que ça serait bien. T'as trouvé une solution intéressante. Simple. En tout cas, s'il y a quelqu'un chez BGG qui nous écoute, notez ça. On va prendre 10%. Ils vont nous payer en fan-made expansion. Ou en Geek Gold. Ouais. Donc c'était Carcassonne, designé par Klaus Jürgen Wrede et publié chez Zeman Games. Entre autres. Entre autres. Parce qu'il y a eu beaucoup d'éditions, beaucoup d'extensions, beaucoup d'éditeurs aussi. Ouais, les traductions dans toutes les langues, si t'es veux. Peu importe la langue, je pense. Tu peux en trouver un. Fait un grand classique, toujours pertinent. Oui, à la soirée où j'étais hier, il y a des gens qui jouaient d'ailleurs. Cool. Mais moi, de mon côté, je vais vous parler du jeu Ginkopolis, designé par Xavier Georges et publié par Pearl Games. C'est aussi un classique, je dirais. Il est quand même sorti en 2012, donc c'est pas un jeu récent non plus. Mais c'est un jeu qui a été longtemps entre deux runs d'impression, puis la nouvelle édition qui est arrivée, en fait c'était pas une nouvelle édition, là, c'était carrément une réimpression qui est arrivée il y a quelques années, mais là avec Pearl Games qui a fermé ses portes, malheureusement ça va peut-être prendre du temps avant que le jeu revienne, fait que si vous avez la chance, achetez-le maintenant, c'est vraiment bon. C'était mon review, c'est tout. Moi j'allais dire c'est bon. Mais je vais te laisser continuer. Donc c'est un jeu qui a une thématique. Ouais, je pense que ça peut s'arrêter là. Il y a une thématique, mais qui est pas là, pas en tout. Elle est pas très présente pendant le jeu, puis je pense que c'est ce qui fait qu'il est pas intuitif. C'est pas un jeu complexe. Non. Il y a pas tant d'éléments, mais comme ça prend une couple de tours avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais un coup qu'on a compris, ça roule super bien. Donc la thématique, c'est qu'on est des espèces de planificateurs urbains, puis on va comme collectivement essayer d'expandre une espèce de ville futuriste qui est comme en harmonie avec la nature, qui est la titulaire Ginkopolis. Et ce qui va arriver, c'est que dans le fond, la ville va s'expandre autant en superficie qu'en hauteur avec les arbres qui poussent, dans le fond. Ben moi, je voyais plus comme une upgrade des bâtiments, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est comme ton gros arbre qui pousse, puis là, ton bâtiment qui pousse avec, puis tout ça, puis qui devient meilleur, tu sais, c'est full un beau message écologique puis tout ça. Ouais. C'est cool. Mais c'est ça. Quand on joue, on le voit plus ou moins. Comme dans... Pas pantoute. Mais c'est pas grave, les mécaniques sont vraiment intéressantes. Excuse-moi, j'arrête pas de bâcher pis de te couper en disant des niaiseries. C'est comme, tu sais, c'est contrairement à Carcassonne, là, qui est genre super thématique, là. Ouais, c'est vrai que, il y a des lignes. Je relis des lignes. En tout cas, Carcassonne, c'est une ville qui existe pour vrai, ouais. Ouais. Mais bon. On revient à Ginkopolis. C'est un jeu qui va avoir du placement de tuiles, évidemment, c'est ça le thème de l'émission, mais il y a aussi du draft de cartes, de la construction d'engins, puis de la gestion de ressources. Mais c'est comme toutes ces mécaniques-là, à leur plus simple expression, je dirais. Là. Dans le fond, la ville, au départ, ça va être une grille de 9 quartiers, 3 par 3. Dans le fond, il y a 3 couleurs de bâtiments. Les bleus, les rouges, les jaunes. À notre tour, on va avoir une main de 4 cartes. Puis il va falloir en choisir une. Puis on a comme 3 choix avec 3 actions différentes qu'on peut faire en fait. On peut comme défausser la carte sans placer rien dans la ville. Ils appellent ça thématiquement exploiter cette carte-là. Puis là, dépendamment de la couleur de cette carte-là, ça va nous donner différentes choses. Les cartes rouges vont nous donner des ressources, les cartes bleues vont nous donner des tuiles. Très important d'avoir des tuiles dans les mains. On va le voir plus tard dans l'explication. Puis les cartes jaunes vont nous donner des points.
Puis dans le fond, les cartes, ils correspondent aux quartiers qui sont déjà présents dans la ville. Chaque quartier va avoir sa carte dans le deck. Puis il va aussi avoir des cartes de lettres, dans le fond, qui représentent des jetons qui sont comme autour du plateau en début de partie, puis qui vont être des emplacements qu'on va pouvoir utiliser pour expandre la ville, dans le fond. Mais on peut quand même exploiter ces cartes-là pour soit prendre une ressource ou une tuile, tout simplement. Mais à l'inverse, si on exploite une carte de tuile, dans le fond, on va se fier à la couleur de la tuile, puis on va se fier à la hauteur que cette tuile-là est rendue aussi. Au début, toutes les tuiles vont être sur le même étage, mais au fur et à mesure que la partie avance, on va pouvoir placer des tuiles les unes par-dessus les autres. Puis si on exploite une carte d'une tuile qui est au 3e étage, ben ça va nous donner 3 fois la patente qui fit avec cette couleur-là. Fait que si c'est une bleue, par exemple, qui est au 3e étage, ça va nous donner 3 tuiles. Ça, c'est la première action. Deuxième action, c'est qu'avec notre carte, justement, on peut jouer une tuile de notre main. Puis là, si c'est une carte de lettres, ça nous permet de placer une nouvelle tuile qui va expandre la ville en superficie. Puis en plus, quand on fait ça, on va aller bénéficier de toutes les tuiles qui sont adjacentes à l'emplacement où est-ce qu'on rajoute notre nouvelle tuile. Fait que si je me place à côté d'une tuile jaune de 2 étages, je vais faire 2 points. À côté d'une tuile bleue d'1 étage, je vais faire une tuile, etc., etc. C'est ça, puis à mesure que le plateau commun va avancer, tu sais, il y a moyen des fois que certaines lettres te permettent d'activer plus qu'une tuile adjacente. C'est ça, au début de la partie, ça va être juste une. Éventuellement, ça peut devenir 2 ou 3. Puis là, ça devient des emplacements vraiment prisés puis vraiment payants. Mais je dois avoir des tuiles en main, dans le fond, pour rajouter une nouvelle tuile à la ville. Puis c'est là que je trouve que le système de jeu est vraiment intelligent. C'est que quand on place une nouvelle tuile dans la ville, la prochaine fois qu'on va épuiser le deck de cartes, dans le fond, on va rebrasser la défausse, puis on va rajouter toutes les cartes des tuiles qui ont été ajoutées à la ville. Fait que ces cartes-là vont rentrer en jeu, fait qu'on va pouvoir après ça construire dessus puis tout ça. Puis on dirait que comme tout se fait tout seul, puis t'as pas vraiment besoin de comprendre comment le système marche, mais c'est vraiment élégant que comme quand il y a des nouvelles tuiles, à un certain moment, il y a des nouvelles cartes qui rentrent en jeu, puis là c'est comme le jeu il vient avec il y a comme des espèces de meeples de grues pour dire que c'est un secteur en construction. Fait que là quand on brasse la défausse, mais on regarde toutes les grues qui sont là, fait que là on ajoute toutes ces cartes-là dans le paquet, on brasse, puis après ça on finit de distribuer les cartes aux joueurs. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'injecter les nouvelles cartes dans le jeu, puis qui est pas compliqué, puis qui marche bien. Ça a l'air compliqué comme décrit comme ça, mais pendant qu'on joue, ça se fait très bien, tu sais. Ouais, parce qu'au final, c'est ça, t'arrives à la fin du round, tu fais le clean-up du round, mais là, tu ramasses la grue, tu mets la carte. Tu ramasses la grue, tu mets la carte. Fait que ça se fait seul. Ce qui arrive des fois, par contre, c'est que tu oublies de mettre ta grue. Ben ça c'est... Ouais. Mais tu sais, comme c'est une responsabilité que tu peux partager avec tous les joueurs, là, fait que ça... Ouais, parce que tout le monde a tout le temps les yeux rivés sur le plateau central, parce que t'as aussi la dernière action qui implique d'améliorer nos bâtiments. Puis ça, c'est qu'on va payer des ressources pour pouvoir améliorer ces bâtiments-là. Puis les ressources qu'on a sur les tuiles nous permettent d'avoir il y a comme un petit combat de majorité qui se fait. C'est que des quartiers de tuiles de même couleur qui sont adjacents, ça fait un quartier de cette couleur-là. Puis celui qui a la majorité dans ce quartier-là va faire des points supplémentaires. Ouais, des points qui sont équivalents au nombre de ressources qui sont là. Fait que quand je fais une tuile de premier étage, je dois mettre une ressource. Deuxième étage, il faut en rajouter une deuxième. Troisième, une troisième. Puis à la fin de la partie, si j'ai un district que j'ai 3 quartiers dedans, là, 1 de 3, 1 de 2, 1 de 1, ben je vais avoir 6 pour ça. Puis mettons que Vince à côté, il y a 2 puis 2. Ben lui, il y a 4. Fait que c'est 6 à 4, c'est moi qui gagne. Ben je vais faire 10 points. 6 plus 4. Tandis que Vince, s'il est deuxième, lui, il va faire juste les siens. Fait que 4. Fait que t'as comme une compétition pour la majorité.
Mais si tu compétitionnes puis que tu finis par perdre, tu fais juste donner des points à l'autre, dans le fond. Ça coûte vraiment cher. Fait que c'est assez agressif comme compétition. Fait que tu sais, des fois, tu peux être mal pris en fonction de ce que tu as dans tes mains. T'as toujours t'as une option qui est quand même intéressante, c'est que tu peux changer la couleur d'un bâtiment. En fond, ça te coûte des ressources supplémentaires de faire ce changement de couleur-là. Mais tu peux le faire. Fait que tu sais, des fois, tu peux comme te sortir du trouble en cassant un gros quartier que tu vois que tu es en train de perdre, en plaçant une couleur qui a pas rapport entre les deux, puis là, tu peux t'en sortir. Te donner un quartier que toi, tu peux avoir la majorité, puis en plus d'enlever des points à l'autre. Exact. T'as aussi une restriction, celle-là qui rentre en ligne de compte, qui, tu sais, au début, moi, quand on jouait, je le voyais pas trop, mais à un moment donné, j'ai vu que ça devenait important. C'est qu'aussi, chaque tuile va avoir des numéros sur les tuiles. Puis les numéros, quand on les additionne, quand on commence à construire, il faut augmenter la valeur des tuiles quand on les met par-dessus. Fait que tu sais, si on a une tuile 1, ben là, tu peux mettre n'importe quoi par-dessus. Et quand tu as une tuile 10, ben si tu mets une tuile, si tu dois mettre au-dessus de 10, parce que sinon, si tu mets en bas de 10, il faut que tu payes la différence. En points. Puis, l'autre twist que t'as pas mentionné encore, c'est que quand tu fais cette troisième action-là, qui est de construire une tuile par-dessus une autre, la carte de la tuile qui est en dessous, dans le fond, elle va sortir du paquet, mais elle va aller dans ton tableau, puis là, elle va faire une de deux choses possibles. Soit qu'elle va améliorer une de tes actions, fait qu'à toutes les fois que tu vas exploiter une carte, ou à toutes les fois que tu vas urbaniser, ou à toutes les fois que tu vas construire par-dessus, tu vas avoir un bonus qui peut être soit de recevoir des points, soit de recevoir des tuiles, soit de recevoir des ressources. Puis les tuiles, les cartes en fait de numéros plus hauts vont te permettre de scorer des points en fin de partie. Il y en a qui vont straight up te donner comme 9 points d'un coup, ou il y en a qui ça va être 1 point par ressource sur des tuiles bleues, ou 1 point par quartier qui est à toi, qui est d'étage 2 ou moins, ou tu sais, comme des choses quand même assez spécifiques, mais assez simples. Fait que des fois, tu peux aller construire sur un quartier, même si ça donne des points à l'autre, juste parce que tu vas avoir la carte dans ton tableau, tu sais. Oui, parce que ce tableau-là, il devient important à long terme. Parce que, tu sais, dans le jeu, on fait 3 actions. Fait que ces actions-là vont revenir souvent. Fait que d'avoir ton petit bonus à chaque fois que tu vas faire une action, ça finit par pouvoir faire une grosse différence, là. Puis des fois, ce tableau-là, en fait, il influence beaucoup la game, là. J'ai des parties où qu'on a joué Sam puis moi, parce que Sam, il a été gros piocher des tuiles, puis à un moment donné, t'avais des mains de tuiles, t'avais quasiment 20 tuiles dans les mains, pendant que moi j'en avais 3, puis Ouais, ça devient payant parce que t'as plus d'options à ton tour quand t'as plus de tuiles, tu sais. Mm-hmm. Puis en plus, il y a comme deux façons de déclencher la fin de la partie. C'est soit de placer toutes nos ressources sur le plateau, ou d'épuiser la pioche de tuiles. Là, à ce moment-là, la première fois qu'elle est épuisée, en fait, on a l'option de retourner des tuiles qu'on a dans nos mains. Puis pour chaque tuile qu'on retourne, ça va nous faire un point. Mais ça va rallonger la partie parce qu'on recrée une nouvelle pioche. Puis là, c'est quand que cette nouvelle pioche-là est terminée que la fin de la partie va arriver pour vrai. Mais ça pourrait arriver que personne décide de retourner des tuiles pour faire des points, puis que la partie elle se finit là, tu sais. Ouais, ça donne un certain pouvoir aux joueurs de rallonger ou de raccourcir la partie en fonction de comment le plateau est fait. Tu sais, tu peux te dire que c'est mieux qu'elle finisse là. Ouais, si tu penses que t'es en avance, tu peux la finir plus vite. Versus si t'es en retard, ben tu vas avoir intérêt à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Puis en plus, si tu renvoies beaucoup de tuiles, ben tu vas faire plus de points aussi, tu sais. Fait que tu vas peut-être te rattraper comme ça. Mais je trouve ça cool, ce niveau d'interaction-là. Tu sais, au niveau du tempo de la partie pis tout ça. Puis dépendant de comment tu construis ton engin, ben tu vas avoir différentes façons de pouvoir mettre fin à la partie, là. Soit que tu vas vraiment essayer de piger le plus de tuiles possible, ou tu peux essayer de comme
avoir toutes tes ressources rapidement, puis juste comme bâtir tout le temps ces bâtiments des autres, puis là comme mettre plein de ressources sur le plateau, puis ce qui va probablement te valoir beaucoup de points aussi, parce que tu vas avoir plus de chances d'avoir la majorité dans les districts, tu sais. Fait que c'est ça, il y a comme beaucoup de stratégies, beaucoup d'interactions, beaucoup de mécaniques simples, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien interreliés, tu sais, le fait que quand tu construis, tu rajoutes une carte à ton tableau, ça améliore tes autres actions, puis tout ça, puis comme tu essaies de construire un engin qui va te permettre de faire des actions plus fortes, de te donner plus d'options. C'est bien connecté, là. C'est un jeu qui est bien ficelé, c'est ça, qui coule bien, qui se joue rapidement. Tu sais, à peu près 45 minutes, 1 heure, votre partie va être finie. Il est quand même assez versatile aussi. Il joue de 1 à 5 joueurs. Le mode solo, je l'ai essayé une fois, il est quand même bien. Là, t'as une espèce d'automa que tu sais, que tu vires la carte, puis ça va dire qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Puis tu sais, il est facile à gérer. Il t'empêche pas de comme quand tu joues, c'est pas distrayant de gérer le tour de l'automa. Là. Tu peux te concentrer sur ta stratégie. Après ça, tu fais le tour de l'automa, ça se fait bien. Puis il donne quand même un bon défi. Là. La fois que j'avais joué, il m'avait sacré une volée. Là. Puis il est autant bon à 1 qu'à 2, qu'à 3. En fait, non, c'est pas vrai. Il est très bon à 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais je trouve qu'il est un petit peu meilleur à 2 ou 3. Mais il reste bon à toutes les comptes. Toi, je pense que tu l'as juste joué à 2 ou 3, hein? Ouais, j'ai juste joué à 2 ou 3. Tu l'as vu sur son meilleur jour. Ouais. Selon moi, en tout cas. J'aime mieux à 3. C'est comme plus de dynamique, tu sais, il y a plus d'interaction au niveau des quartiers, tu sais, ça bouge un peu plus. Fait que j'ai bien aimé à 3. J'ai un petit reproche par rapport au jeu. C'est que je trouve que l'action de construire, en fait, est comme vraiment, vraiment forte par rapport aux autres. Puis, tu sais, c'est là-dessus qu'il faut que tu te lances. Je me rappelle la première partie que j'ai faite, je m'étais fait vraiment un engin d'agrandir le plateau. Je pense que c'est viable de faire ça. Ben, parce que plus ou moins, parce que c'est que au début de la partie, oui, tu vas vouloir tu veux agrandir, c'est des points faciles, tu mets des petites tuiles un peu par-ci par-là. Mais à un moment donné, c'est que tu vas plus jamais étendre tu vas vraiment essayer de construire par-dessus parce que là, il faut que tu prennes le contrôle de certains quartiers puis tout ça. Puis tu m'avais le faire en t'étendant aussi. Ouais, mais à un moment donné, c'est t'as un impact limité quand tu travailles en périphérie par rapport à, tu sais, qu'est-ce qui se passe au milieu. Fait que là, à un moment donné, j'étais mal pris parce que au début de la game, ça allait bien, tu sais, je faisais juste m'étendre. Puis, tu sais, mais j'avais beaucoup de cartes dans mon tableau qui me donnaient des bonus quand j'étendais. Mais rapidement, à un moment donné, je me suis fait avoir parce que j'étais plus en mesure de construire vraiment par-dessus. Puis toi, tu construis, tu sais, en fait, mon engin nourrissait le tien. Parce que là, toi, tu avais ton engin de construction, puis tu me pilais dessus, puis ça devenait payant. Mais en même temps, quand tu construis, t'as rien de gratuit, tu sais. Ouais. Il faut que t'aies construit l'engin pour, tandis que quand tu t'expands, au moins, tu sais, tu peux comme profiter des tuiles à côté, là. Fait que oui, quand tu te mets sur le spot qui est adjacent à juste une tuile, tu sais, tu feras pas grand-chose, là, à moins que tu construises ton engin en conséquence. Mais quand tu choisis bien tes moments, tu es capable d'aller chercher 2, 3 bonus avec un placement, plus qu'est-ce qu'il y a dans ton engin. Tu sais, il y a moyen d'aller chercher beaucoup de choses avec ça, là. Que ce soit des points, des ressources ou des tuiles, là. Ouais, mais ça bat pas quand même, là, les engins de construction, là. Ça, c'est ça le cœur de la game, là. Il faut que tu construises, faut que tu te fasses un engin de construction parce qu'en plus, tu sais, la construction, c'est ça aussi qui te permet de rajouter des cartes à ton engin. C'est vrai, mais je pense qu'il faut que tu aies un bon mélange des deux. Puis tu sais, on l'a pas dit aussi, mais t'as comme un draft de cartes au début de la partie qui va déterminer comme tes ressources de départ, mais aussi qui va comme commencer ton tableau puis ton engin, justement.
Fait que tu vas en choisir 3. Puis il y en a aucune là-dedans que c'est des points, là. C'est vraiment toutes des bonus qui vont venir bonifier les actions, là. Fait que je pense que les décisions à ce moment-là sont super importantes parce que c'est comme, c'est ça qui kickstart ton moteur, là. C'est vrai, oui. Ça, c'est un choix qui a l'air innocent en début de partie. Tu te dis, c'est comme juste c'est une petite décision, mais qui est très lourde de conséquences au final. Puis c'est pour ça que, comme, pour une première partie, tu sais, il y a des sets recommandés, mettons, ils disent, tu sais, chaque joueur prend les 3 cartes, avec un même numéro, tu sais. Fait que t'es pas obligé de faire le draft, tu peux juste comme te faire donner un tout cuit dans le bec, là, avec 3 cartes qui fit bien ensemble, tu sais. Mais personnellement, j'aime mieux, surtout avec un peu plus d'expérience, y aller avec le draft puis comme me construire quelque chose, tu sais. C'est sûr que ça te donne l'opportunité vraiment d'orienter ta game comme tu le veux, tu sais. Tu te fais pas imposer quelque chose, c'est toi qui dis ah ben je vais aller vers ça, fait que je vais me mettre déjà des cartes un peu plus axées vers ça au début pour aller vers cette stratégie-là. Puis encore là, tu sais, le fait d'avoir un draft, ben, tu sais, tu passes le paquet à l'autre, après ça, il va peut-être t'en revenir dépendant du nombre de joueurs, tu sais, fait que tu peux un peu essayer de prévoir quelles cartes vont être encore là. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que ça fait le tour pour moi pour Ginkgopolis de Xavier Georges et Pearl Games. Fait qu'on en arrive à notre événement principal, le duel. Fait qu'on peut commencer par parler du placement des tuiles comme tel. Tu sais, dans le fond, dans Ginkgopolis, les restrictions principales, dans le fond, ça va être les ressources que tu peux payer. Ça va un peu ça qui va te dire est-ce que je peux mettre ma tuile sur le tour, par-dessus une autre. Puis tu sais, ton board, il va pas devenir énorme comme Carcassonne où est-ce que ça prend comme des fois des tables monstrueuses pour tout tenir. Là, on va souvent être plus conscrit dans une ville pas trop grosse. Puis tu vas être plus restreint à où est-ce que tu peux placer tes affaires, là. De par les tuiles que t'as dans les mains, mais aussi par les cartes. Tu sais, au final, t'as 4 cartes dans les mains, fait que t'as 4 options, tu sais. Ouais. T'es restreint à ça. T'as la restriction des couleurs puis des nombres, mais ça, tu peux quand même tu peux jouer avec, mais il y a un coût. Ouais. Versus Carcassonne, là, t'es comme plus libre. Tu sais, oui, il faut que tu respectes les prés avec les prés, puis les villes avec les villes, puis les routes, là, mais comme... Tu jettes un coup d'œil dessus, puis tu le sais, là, je peux la placer là, je peux pas la placer là, c'est ça, puis plus la partie avance, plus tu vas avoir d'options, j'ai l'impression. Oui, parce que tu vas toujours pouvoir mettre tes tuiles sur le tour, puis tu sais, plus le board grossit, plus il y a de place où mettre ta tuile. Alors que dans Ginkgopolis, les options restent, tu sais, ils augmentent un petit peu à mesure que le board avance, mais ça augmente pas énormément. Tu sais, t'as pas mal tout le temps t'as tout le temps le même nombre de spots disponibles autour. Mm-hmm. Pour ce qui est du plateau, pour les empiler, ben tu sais, tu crées des nouveaux spots en élargissant, mais t'en perds d'autres avec les numéros puis tout ça, puis en grimpant, t'en perds pas, parce que t'en enlèves un, mais t'en crées un nouveau. Ouais, mais tu sais, ça peut créer des restrictions de chiffres, c'est ça. Ouais, il coûte plus cher, mais comme, ouais, c'est vrai. T'as un maximum de 3. Tu sais, c'est pas une énorme limitation, là, mais j'ai l'impression que ça se balance quand même pas mal. T'as comme pas mal tout le temps un peu la même opportunité de placer tes choses. Mm-hmm. Puis t'es pas énormément restreint. Non. Mais tu sais, dans Carcassonne, t'as beaucoup d'options, mais t'as pas tant beaucoup de bonnes options non plus. Ouais, faut que tu oui, fasses ma tuile, je peux la mettre n'importe où tant que ça fit, mais comme pour qu'elle me rapporte des points, faut que je la place judicieusement, tu sais, puis il y a pas tant d'espace judicieux d'habitude. Non, t'as une place optimale. Tu peux prendre des risques quand même. Tu sais, tu peux dire tu sais, je peux peut-être m'essayer à telle place, peut-être que je vais réussir à me greffer, à faire ma sangsue. À la limite, tu peux faire ça à Ginkgopolis aussi. Tu peux comme essayer de te rajouter dans un gros quartier dans l'espoir que tu vas take over puis avoir plus que les autres à la fin, là. Ouais, mais
Puis là, tu peux leur donner des points en faisant ça si tu réussis pas à les dépasser, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est... Tu sais, quand tu te lances dans la guerre des quartiers, tu sais, il faut que tu y ailles pour vrai, là. Parce Mais que... c'est un peu la même chose dans Carcassonne. Tu sais, si tu te lances dans une guerre pour une ville avec un autre joueur, tu peux mettre beaucoup de ressources dedans, puis finalement, c'est l'autre qui réussit à mettre un meeple de plus dessus, ben, t'as tout fait ça pour rien, là. Ouais. C'est sûr que dans Ginkgo, tu vas quand même récupérer un peu de points. Tu vas récupérer ton investissement, mais pas... Ben, si t'es deuxième. Ouais. Mais tu sais, tu vas avoir placé des cartes dans ton tableau, fait que ça va t'avoir donné autre chose. Ouais. Versus Carcassonne, je peux faire une méchante grosse ville, avoir mis plein de tuiles dedans, puis au final, si t'as un meeple de plus que moi, ben, C'est fini. je fais 0, là. Ouais. Je pleure. Puis j'ai perdu. Oui. Tu sais, c'est ça. Niveau interaction, les deux jeux vont se ressembler. Justement, parce que, tu sais, ton Ouais, tour le va fait tout d'avoir le un temps... plateau collectif, ça amène beaucoup d'interactions dans les deux cas, là. Ouais, puis dans les deux cas, t'as un système de majorité pour faire un maximum de points. Fait qu'on a des similarités, là. C'est sûr qu'avec Ginkgo, tu sais, là, on a comme un niveau de gestion de plus, là. Parce que t'as ton moteur, t'as le fait que, tu sais, t'as l'option d'agrandir le tableau par en haut ou par les côtés. T'as ta gestion de ressources qui est super importante. Parce qu'il faut que tu aies des tuiles dans les mains, il faut que tu ailles en chercher des tuiles. C'est pas une tuile que tu gagnes gratuit à chaque tour. Fait que t'as comme ce petit truc de plus à gérer qui fait qu'il est un peu moins accessible, mais t'as un peu plus de... T'as un plus de petit effet crunch, plus. là. Ouais. Ouais, ultimement, c'est ça. Il est plus complexe, je pense un peu plus stratégique, mais c'est ça. Comme tu dis, ça fait qu'il est moins accessible. Surtout le fait que il est pas intuitif, là. Tu sais, ta première partie, t'es un peu perdu, puis surtout les premiers tours, tu sais pas trop ce que tu fais. Tu sais, je l'ai expliqué à plusieurs joueurs, puis comme j'ai souvent tu sais, les mêmes questions qui reviennent parce que comme tu sais, souvent un jeu va faire du sens parce qu'il ressemble à un autre jeu que t'as déjà joué ou que tu sais, il y a une raison thématique sur pourquoi que ces règles-là existent. Où il y a une iconographie, tu sais, spéciale qui va te permettre de bien comprendre. Là, c'est Ben, pas toujours... je Tu sais, trouve que l'iconographie est claire. Un coup que tu sais c'est quoi. ouais. Un coup que tu l'as compris comme pis t'as juste besoin de te le faire rappeler, c'est super clair. Mais comme l'apprendre avec l'iconographie, Ouais, pas non, tu peux facile. pas... En jetant un coup d'œil au plateau, tu sais, tu peux pas... c'est dur de voir comment ça se joue. Non, c'est ça. À part que tu sais qu'il faut que tu places des tuiles. Là, mais... En même temps, tu sais, avec Carcassonne, avec les extensions supplémentaires, tu sais, tu peux peut-être aller chercher un niveau de complexité qui est qui est peut-être plus challengeant que le jeu de base, mais je suis pas sûr qu'on atteigne quand même le niveau de Ginkgo à ce niveau pour côté complexité puis côté Non, puis je pense pas que réflexion. le jeu va être ça non plus, tu sais. Ce qui fait sa force, c'est plus sa simplicité versus l'autre, c'est autre chose, hein. Ouais. Tu sais, ils sont pas dans la même niche non plus. Outre le placement de tuiles collectif, là. Comme tu disais, tu sais, Carcassonne, il se veut plus un gateway, un jeu que tu peux jouer avec n'importe qui, mais qui offre quand même Une expérience intéressante à n'importe qui. c'est ça, même aux gamers plus aguerris versus Gingopolis, c'est vraiment plus un euro médium, tu sais. Il est pas lourd, mais il est pas léger non plus, là. C'est un bel exemple de comme médium. Ouais. Niveau esthétisme, qualité du matériel, J'ai envie de dire que les deux, ça se ressemble. ouais, C'est c'est correct, mais sans plus, là. C'est des bonnes, tu sais, c'est comme des tuiles épaisses, qui vont pas se maganer, là, mais tu sais, c'est pas, puis des petites pièces en bois, là, comme, correct, là, standard, là, tu sais, c'est pas à s'acheter par terre, mais c'est pas cheap non plus, tu sais. ouais, puis j'allais dire dans les deux cas, les tuiles, c'est clair, là, tu sais,
dans le choix des couleurs dans Ginkgopolis, ben c'est évident, tu es capable de bien distinguer tes couleurs, ça va aller. Puis pour Carcassonne, c'est assez clair aussi, tu sais, les tuiles sont très épurées, là, tu sais, il y a les trucs importants, les villes, les routes, puis ça, des fois t'as comme un petit jardin, mais tu sais, sinon c'est assez épuré. Ouais, tu vois ce qu'il faut que tu vois. C'est vrai que moi, le thème de Ginkgopolis, je le trouve un peu plus original, même si plus ou moins là pendant la partie, là, on a fait plein de blagues là-dessus, mais tu sais, Carcassonne, il est pas plus là non plus. Là. C'est comme tu construis une ville médiévale avec des murs. Hein. Ouais, mais t'as plus l'impression de construire une ville, tu sais, que dans Ginkgo, genre je sens pas que c'est une ville, tu sais, tu dis pas genre le quartier jaune, ça admettons ça c'est de la technologie. Non, c'est le quartier jaune. Le bleu, c'est des tuiles. Le rouge, c'est des ressources, mais tu sais, je trouve que c'est déconnecté. Tu sais, dans Carcassonne, tu vois ta ville qui grossit, tu vois tes routes, tes chemins, puis tout ça, tu sais. Ouais, dans l'autre, t'as des buildings qui poussent puis qui s'étendent, là, je pense. En tout cas, pour moi, il y en a pas un qui est bien même plus thématique que l'autre, là. Ouais, c'est sûr que c'est pas pour les thématiques que t'achètes ces jeux-là. Non. À moins que t'aimes bien gros les Ginkgo Biloba. Mais Ou la ville de Carcassonne. Ou la ville de Carcassonne. Je pense que c'est pas ça. Ouais, je pense que ça fait le tour. Good. Fait que ça va être à vous de parler maintenant. Dites-nous c'est quoi votre jeu de placement de tuiles collectif préféré. Allez-vous être #TeamSan avec Ginkgopolis. Ou #Team Vince avec Carcassonne. Vous pouvez faire ça par courriel, boardgameduel@gmail.com, ou sinon sur tous nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Discord. Venez commenter l'épisode, venez jaser avec nous autres. On est toujours très contents de lire vos commentaires et de discuter avec vous. Et parlant de votre input, vous l'avez peut-être vu passer justement sur nos médias sociaux, on a lancé notre liste pas Meeple. Donc, si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait un top 35 avec tous les jeux présentés en duel jusque-là, qu'on avait reclassé live en ondes sur pas Meeple, puis on avait utilisé dans le fond le classement collectif des auditeurs comme bris d'égalité. Puis cette année, on refait le même exercice, mais cette fois, ça va être un top 36. Fait que je me suis limité top 36. Donc, seulement les nouveaux jeux qu'on a parlé depuis ce temps-là. On n'a pas repris l'ancien parce que je voulais garder ça gérable. Autant pour vous, c'est moins long pour aller faire votre liste, puis pour nous, ben ça va être moins long pour... on fera pas un épisode de 3 heures à reparler de jeux qu'on a déjà parlé au final, tu sais. Ouais. Imagine à un moment donné qu'on va faire le top... je sais pas, après 5 ans, tu sais, ça va être le top 150. Non, c'est ça. Fait que là, on se limite à ceux qui ont été joués, ben en fait présentés dans la dernière année. Donc, si le cœur vous en dit, vous fallait faire votre classement pas Meeple, puis venez poster votre liste sur notre Discord ou sur notre Facebook, puis ça permet à toute la communauté d'en discuter ensemble, puis de comparer les choix de tous et chacun. Puis c'est ça, dans le fond, au moment où cet épisode-là sort, il vous reste à peu près un petit peu plus que 2 semaines, je vous dirais, pour le faire. Puis après ça, ben on va enregistrer le fameux top 36. Fait qu'on a hâte de voir comment vous allez classer nos jeux. Puis moi, j'ai hâte de les reclasser aussi. C'est un épisode qui a été le fun à enregistrer la première fois. Fait que j'ai hâte de recommencer. Ouais, non, c'est le fun comme... c'est le fun parce qu'on jase de plein de jeux puis on dit des niaiseries. Bref, c'est un épisode de Board Game Duel. Ouais. Donc, merci à vous de nous écouter. Merci de partager. Si vous voulez envoyer le podcast à quelqu'un qui pourrait aimer ça. Si tout le monde le fait, on va doubler notre auditoire d'un coup. Ça va être malade. Donc, merci à vous. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. J'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Continuez de placer des tuiles.
parti l'enregistrement. Enregistrement. L'enregistrement. Mais. Mais. Ça va être un bel épisode, on fait juste des mais. Ça part bien, hein? Tu parles d'un jeu, mais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Un mauvais jeu, mais. C'est ça notre review. Et voilà. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié.